On va redémarrer l'après-midi avec Éric Delarochère de Fibois Centre Val-de-Loire qui va nous parler des enjeux et services rendus par la forêt et la filière bois. Merci Daphné. Bonjour à tous. Je suis très heureux et honoré d'être devant vous cet après-midi. À ce moment pas très facile parce que c'est juste le début de la digestion, donc je vais essayer de faire quelque chose un petit peu dynamique. Donc FIBOIS, c'est l'association des professionnels de la forêt et du bois en région Centre-Val de Loire. Et notre objectif, c'est de développer la filière forêt-bois parce que dans la filière forêt-bois, il y a beaucoup d'emplois, il y a beaucoup d'enjeux carbone, environnemental, sociaux et même économiques. Et même en ce moment, on parle beaucoup de souveraineté nationale. Donc en termes de matériaux et d'énergie, on a aussi des enjeux. Donc je vais essayer de vous parler des enjeux et des services rendus par la forêt et la filière forêt-bois en à peu près une demi-heure. Et puis après, il y aura quelques questions et je serai très heureux d'essayer d'y répondre. Alors, je vais vous présenter rapidement la filière régionale forêt et bois, et puis les enjeux et services environnementaux qui sont rendus par la forêt. Donc là, comme il y a déjà eu pas mal d'interventions, j'irai peut-être relativement vite, sauf peut-être sur le premier, sur le carbone. Et puis ensuite, je vais essayer de développer les enjeux et les services économiques et sociaux qui sont rendus aussi et qui sont importants. Alors, la forêt et la filière en région centre, la forêt, c'est à peu près 1 million d'hectares. Et puis, c'est une forêt qui grandit d'à peu près 2000 hectares par an depuis plus de 100 ans, puisque le minimum de la forêt, c'était dans les années 1830. Et depuis ce moment-là, la forêt ne fait que croître. Donc il y a un accroissement annuel, donc l'augmentation de volume de bois annuel dans la forêt, il est à peu près de 5 400 000 m3. Et il y en a une petite moitié qui est commercialisée, un peu plus de 2 millions de mètres cubes, dont du bois d'œuvre, du bois d'industrie et du bois énergie, donc qui représente à peu près 3 tiers. Mais vous voyez qu'il y a aussi du bois non commercialisé pour 800 000 m3. Et finalement, on voit que le bois énergie, ça représente à peu près la moitié quand même du bois total consommé de la forêt. Puisqu'il y a une partie qui est non commercialisée et qui est autoconsommée. Donc on a un total de récolte de un peu moins de 3 millions de mètres cubes sur 5 millions 4. Et donc on a un peu plus de 2 millions de mètres cubes qui se cumulent d'année en année supplémentaires. Le volume de bois, donc, par hectare, augmente en forêt. C'est la forêt, finalement, qui stocke, et c'est 2 millions de mètres cubes par an qui représentent ce qu'on appelle le puits de carbone. Alors, qui a tendance à légèrement diminuer, non pas qu'il devienne négatif, hein, mais il était peut-être de 2 millions 100 ou 2 millions 200 certaines années. Et maintenant, il est descendu à 2 millions, ce qui reste quand même positif et ce qui nous laisse des marges de manœuvre aussi. Donc le prélèvement, c'est à peu près 54% de l'accroissement, sachant que si on inclut la mortalité, c'est un petit peu plus. On est, d'après l'IGN, aux alentours, en France en tout cas, aux alentours de 60% de l'accroissement, quand on déduit aussi la mortalité des arbres. Alors, qu'est-ce que c'est la filière? Juste quelques chiffres en France, 17 millions d'hectares en France, et puis à peu près 40 millions d'hectares, un peu moins de 40 millions d'hectares de mètres cubes, pardon, qui sont récoltés par an. Et là aussi, on retrouve pas tout à fait les 3 tiers, mais puisqu'on a presque la moitié de bois d'œuvre, mais on retrouve cette répartition. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a 450 000 emplois et à peu près 100 000 entreprises liées à la filière forêt-bois. Et donc, c'est socialement, et c'est c'est à peu près comme l'industrie automobile. Voilà, donc c'est vraiment un secteur industriel qui est un secteur économique, pardon, qui est important. Par contre, 100 000 entreprises, 450 000 emplois, vous voyez que ça fait 4,5 emplois par entreprise. Donc ce sont en moyenne des petites PME ou des très petites PME.
Alors, quels sont les enjeux et les services environnementaux rendus par la filière, par la forêt et la filière forêt-bois? Donc là, je vais vous parler du carbone et ce qu'on appelle les 3 S. Alors l'année dernière, j'ai participé aussi à une formation, donc je ne vais pas dire tout à fait la même chose, mais je m'excuse, je vous prie de m'excuser pour ceux qui étaient là l'année dernière. Je vais redire un certain nombre de choses. Et la répétition, ça fait partie de la pédagogie. Enfin voilà, c'est pour trouver une mauvaise excuse à cela. Alors d'abord, l'atténuation du climat. L'atténuation du climat dans le rôle de la forêt, c'est très important parce que la forêt, les arbres, par leurs feuilles, eh bien, font de l'ombre. Et donc, il y a une diminution de l'ensoleillement et des températures au sol et aussi des pics de chaleur. Ben, on est tous bien mieux à l'ombre en plein été qu'en plein soleil. Eh bien, en forêt, c'est pareil. On a moins on ressent beaucoup moins cette chaleur et cet excès de chaleur, notamment à ce moment-là. Les arbres provoquent aussi une diminution du vent et puis le maintien de l'humidité de l'air et du sol parce que le vent n'enlève pas cette humidité et qui a plus tendance à rester au niveau du sol. Et puis les arbres sont des climatiseurs naturels parce que pour faire monter l'eau qui est dans le sol jusqu'au niveau des feuilles, puisqu'il y a la sève brute qui monte jusqu'au niveau des feuilles. Donc quand vous avez un arbre de 35 mètres de haut, eh bien, vous voyez que l'eau qui peut être prélevée à moins 2 mètres, eh bien, elle va faire 37 mètres, elle va monter sur une hauteur de 37 mètres. Donc vous voyez, il y a une pompe qui est quand même assez extraordinaire. Eh bien, cette pompe, elle est notamment, elle marche grâce à l'évapotranspiration. Et c'est l'évaporation qui a lieu au niveau des feuilles qui permet à l'eau de monter par capillarité des racines jusqu'en haut de la canopée. Et donc cette humidité qui est générée, elle, par évaporation, eh bien, il y a la chaleur latente de vaporisation de l'eau qui rafraîchit l'ensemble du milieu et garde une température beaucoup plus homogène, beaucoup plus stable et beaucoup plus favorable finalement à la biodiversité et à la vie dans le sol et sur le sol. Donc l'évapotranspiration a un effet climatiseur et de diminution des températures. Et enfin, par le prélèvement du CO2, et on va voir comment ça se fait, eh bien, il y a une réduction de l'effet de serre par les arbres. Alors, les arbres sont des êtres vivants qui respirent comme vous et moi. Et quand on respire, eh bien, on absorbe de l'oxygène et on émet du CO2. Mais les plantes et toutes les plantes vertes sont vertes parce qu'elles ont de la chlorophylle. Et à travers ces chlorophylles, il y a donc une absorption du CO2, une photosynthèse et une absorption du CO2 et une séquestration du carbone. Donc la nuit, il n'y a pas de photosynthèse puisqu'il n'y a pas de lumière. Et donc la nuit, les arbres, ils ne font qu'émettre du CO2. Mais pendant la journée, ils absorbent, ils continuent à respirer. Et les cellules, par exemple, des racines qui ne sont pas à la lumière, elles ne font qu'émettre du CO2. Mais les cellules qui sont au niveau des feuilles, eh bien, elles absorbent beaucoup de CO2 et elles émettent de l'oxygène. Donc globalement, les arbres absorbent du CO2, stockent ce CO2 sous forme de chaînes carbonées, de longues chaînes carbonées, qui forment de la cellulose, de l'hémicellulose et de différentes choses, de la lignine notamment, qui sont les principaux éléments, et qui émettent de l'oxygène. C'est pour ça qu'on dit que la forêt, c'est le poumon de la planète. Et c'est vrai, parce que ça émet de l'oxygène, parce que ça stocke du CO2 dans le bois. Et 1 mètre cube de bois, c'est à peu près 1 tonne de CO2. Donc 1 mètre cube de bois, ça fait que 600-650 kg. Mais dans ces 650 kg, vous avez à peu près 80% de chaînes carbonées. Et donc le carbone, c'est du carbone 12, mais dans le CO2, vous avez carbone et puis 2 fois 2 oxygènes
qui font 8. Donc 1 mètre cube de bois, ça fait à peu près 1 tonne de CO2. Donc quand les arbres, par leur croissance, absorbent le carbone de l'atmosphère, réduisent l'effet de serre, ils stockent dans leurs feuilles, dans leurs troncs, dans leurs tiges, le carbone qui devient constitutif. Et donc, ce carbone, il est stocké dans la biomasse vivante et aussi dans les feuilles. Et quand les feuilles tombent, eh ben, le carbone, les feuilles tombent au sol et se décomposent. Et donc, on a du carbone à la fois dans la biomasse vivante, dans le bois que l'on voit, dans les racines, mais aussi au niveau du sol, dans les feuilles, dans la litière. Et puis, en dessous, dans le sol, il y a de la matière organique aussi. Les arbres ont de tout temps été utilisés par l'humanité pour se chauffer, pour faire des arcs, des flèches, des maisons, beaucoup de choses. Et donc, l'homme prélève du bois dans la forêt. Et donc, on sort une partie de ce carbone qui a un certain nombre d'usages. C'est ce qu'on appelle, on fait une récolte. Et ensuite, eh bien, ce bois a une durée de vie plus ou moins importante en fonction des produits. Si on le brûle tout de suite, eh bien, le bois revient tout de suite sous forme de CO2 dans l'atmosphère. Et on a un stockage très court, comme quand on prélève du pétrole ou du gaz dans le sol, eh bien, on met tout de suite ou très rapidement du CO2 dans l'atmosphère. Par contre, quand on le met dans des charpentes, dans une maison, eh bien, on peut espérer que cette maison elle soit présente pendant au moins 100 ans. Eh bien, le bois de la charpente, il va rester au moins 100 ans. Voilà, donc peut-être plus longtemps que la durée de vie de l'arbre, si c'est un résineux. Et puis quand on peut le mettre dans la charpente de Notre-Dame, même si ça brûle de temps en temps, eh bien, elle s'est restée pendant 800 ans. Donc 800 ans, vous voyez, c'est une durée de stockage extrêmement longue. Et donc qui est beaucoup plus longue que la durée de vie d'un chêne, puisqu'on estime aux alentours de 250 ans. Voilà, donc c'est vraiment important, en fonction des usages, d'essayer de stocker de façon le plus pérenne possible et avoir un stockage dans les produits bois le plus long possible. Et ensuite, eh bien, avec les sous-produits, eh bien, on fait de l'énergie pour substituer d'autres matériaux. Alors, le stockage du carbone en forêt, on a à peu près une petite moitié du carbone qui est dans les arbres eux-mêmes, hein, dans ce que l'on voit des arbres, dans la partie externe aérienne des arbres, à peu près 45%. On en a à peu près autant dans le sol. Et puis, on a aussi à peu près 10% dans la litière et dans les bois morts. Cette évolution du stock de carbone en forêt, il est croissant, à la fois parce qu'on a une mortalité qui augmente, et aussi parce que le volume de bois total augmente, et donc on a en proportion on a plus de bois mort, puisqu'il y a plus de bois au total, et cette proportion, avec les dépérissements, il augmente encore plus. Mais on voit bien qu'il y a un moment où aussi ça va se stabiliser. Et finalement, quand ça va se stabiliser, eh bien, ça veut dire que là, on a intérêt finalement à récolter du bois pour qu'on ait quand même, qu'on reste avec une dynamique de croissance et de stockage de carbone en forêt relativement importante. Alors là, est-ce que c'est lisible? C'est en fonction des régions. On voit l'accroissement, la mortalité et la récolte par région. Donc en Centre-Val de Loire, on voit qu'il se situe par ici. Voilà. On voit qu'on a un accroissement qui
qui est plus important. On a une récolte aussi qui est... enfin voilà, en tout cas, on a un bilan positif pour l'ensemble de... À la fois, on a un accroissement qui est supérieur à la récolte et à la mortalité. Alors, quels sont les besoins finalement pour ça? On a besoin d'adapter la forêt au changement climatique pour garder une bonne dynamique de séquestration et de stockage de carbone. On a besoin aussi de récolter un certain nombre d'arbres dépérissants, alors pas systématiquement, mais le forestier, quand il est devant un arbre, il se pose la question, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que alors c'est une question qui est un peu difficile parce qu'on n'est jamais certain de l'avenir de l'arbre. Mais quand on voit un arbre qui commence à être dépérissant, on se dit, est-ce que l'année prochaine va être pluvieuse, l'année d'après, est-ce qu'il va repartir ou pas? Et on voit que certains arbres, quand ils sont fortement dépérissants, on a intérêt à les couper assez rapidement parce que si on ne les coupe pas rapidement, eh bien on ne pourra plus en faire que du bois de feu, ce qui n'est pas très intéressant en termes de stockage. Voilà, alors c'est pas systématique et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas laisser des bois morts en forêt. Ça veut dire que quand on a dans des zones fortement soumises au changement climatique des dépérissements importants, eh bien, il y a un moment, il faut prendre une décision de couper ou pas les arbres parce qu'ils n'ont plus d'avenir. Et puis ces arbres qui sont dépérissants, ça peut être intéressant aussi de les couper pour qu'il y ait une nouvelle génération qui vienne et qui sera mieux adaptée génétiquement au sol et au climat et donc qui aura un avenir alors que cette génération finalement elle est trop sensible au climat actuel et qu'elle n'a plus d'avenir. Donc on a besoin d'adapter cette forêt au changement climatique, de récolter tout ou partie des arbres dépérissants. Et surtout, notre objectif, c'est de maintenir cette ambiance forestière dont je parlais au tout début, là, parce que c'est cette ambiance forestière qui fait que le milieu est favorable pour le développement d'une biodiversité. Et on a besoin de renouveler la forêt aussi pour qu'elle soit mieux adaptée au climat d'aujourd'hui et au climat de demain. On cherche aussi, le forestier cherche aussi, pour adapter sa forêt au changement climatique, il cherche à récolter pour permettre et à vendre ses produits pour essayer d'adapter sa forêt au changement climatique. Donc dans le bois, on a différents types de produits. Dans le tronc, on fait du bois d'œuvre et un peu de bois d'industrie pour les petits bois. Et puis dans les branches, on fait plutôt du bois énergie et un petit peu de bois d'industrie aussi, mais surtout du bois énergie. Donc on voit aussi que, enfin là on ne le voit pas, mais sur les résineux, on a une proportion de bois d'œuvre qui est beaucoup plus importante que sur les feuillus. Sur les feuillus, quand vous voyez tous par exemple un chêne de Sologne, eh bien, le tronc est relativement court et le houppier, la branchaison est assez développée. Et finalement, on a beaucoup plus de bois qui est à destination du bois de feu que de bois d'œuvre. Alors que dans les résineux, eh bien, finalement, on a plutôt une longue tige avec des petites brindilles, c'est un espèce de plumeau. Hein, et du coup, la part de bois d'œuvre et de bois donc, qui peut être stocké durablement dans le bâtiment est beaucoup plus importante dans les résineux que dans les feuillus. Alors on peut faire beaucoup de choses hein, et maintenant on sait à peu près combien dans un plancher bois on peut avoir de kilos de kilos par mètre carré de plancher. On essaye de qualifier tout ça pour essayer de développer le bois dans la construction, le bois et les matériaux biosourcés d'ailleurs dans la construction et de remplacer tous les matériaux qui sont très émetteurs de CO2, comme le ciment, le béton, et puis bien sûr aussi l'acier. Le bois se substitue donc à ces matériaux très énergivores, et vous voyez là que le bois, il absorbe du CO2, et que tous les autres matériaux, ils en émettent énormément, beaucoup plus.
Donc en fait, quand on parle de béton bas carbone, c'est parce que le béton, il n'émet pas 100 kg de CO2, il n'est pas à 101, mais il est à peu près à 5 à 10% de moins, donc il est entre 90 et 95. Donc vous voyez que par rapport à du bois, il n'y a quand même pas photo. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut pas qu'on peut tout faire en bois, hein, c'est le bon matériau au bon endroit, mais il faut essayer d'utiliser plus de bois pour arriver à substituer plus de matériaux énergivores et réduire l'effet de serre. On imagine aussi qu'une fenêtre en aluminium, voilà, elle a un effet sur l'effet de serre extrêmement important et bien plus important que la même fenêtre en bois. Alors même dans les utilisations du bois qui sont les plus rapides, où il y a la plus rapide transformation en CO2, c'est-à-dire dans l'énergie, eh bien, on a aussi une substitution et ça évite les émissions de gaz et de pétrole. Dans les feuillus durs, eh bien, 1 mètre cube de feuillus durs, ça évite d'émettre, c'est l'équivalent de 185 litres de fioul. Et quand c'est des feuillus tendres, comme du peuplier ou d'autres, ou du tremble, eh bien, c'est 155 litres. Donc ça dépend finalement de la masse de carbone. Alors on évite de récolter la forêt pour le bois énergie, sauf quand ce sont les premières éclaircies, c'est quelque part des sous-produits de la sylviculture, et sauf quand ce sont des sous-produits de la transformation. C'est-à-dire que dans une grume, le rendement de produits semi-finis d'une grume, c'est à peu près 50%. C'est-à-dire qu'entre l'écorce, les dosses et la sciure, vous allez avoir 50% du bois finalement qui va être des sous-produits et qui vont être destinés à faire, par exemple pour la sciure, des pellets, où ça va être broyé pour faire des plaquettes et qui vont être utilisés pour du bois énergie. Et puis même, on peut dire que le bois, il a une certaine durée de vie. Et par exemple, la petite table qui est devant, on voit des panneaux de particules. C'est des panneaux de particules. Ça va avoir une durée de vie de 20 ans ou 30 ans. Et puis ensuite, alors maintenant, c'est très facilement recyclé. Et on a Swiss Chrono chez nous qui recycle ça. Donc il fait plus de 65% des panneaux de particules qu'il utilise, c'est des panneaux recyclés. Mais en définitive, il y aura toujours une partie qui pourra être brûlée. Et donc, on peut considérer que le bois, après 1, 2, 3 vies, eh ben, il va finir en bois énergie. Et s'il ne finit pas en bois énergie, il va être enfoui et ça va d'ailleurs peut-être polluer les sols s'il est associé à d'autres choses. Et ensuite, ça va être transformé et ça va redevenir finalement du carbone, hein, du CO2, pardon. Voilà. Donc on a intérêt à utiliser le plus possible le bois pour des usages, d'abord dans la construction, pour avoir des stockages le plus long possible. Ensuite, dans l'industrie, dans la papeterie, où on a des usages relativement courts. Et puis aussi en énergie, et c'est ce qu'on appelle la hiérarchie des usages. Alors bien sûr, notre priorité, ça reste aussi de préserver le milieu, parce que si on ne préserve pas ce milieu, on ne va pas préserver la capacité de stockage, de séquestration et de stockage du carbone. Donc on est toujours à gérer, finalement, on est toujours sur une ligne de crête entre que doit-on récolter pour éviter des émissions d'effets de serre avec des matériaux ou des énergies non renouvelables, et comment il faut qu'on maintienne ce milieu forestier. Alors les enjeux et les services environnementaux de protection de la biodiversité. Là, je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Je pense qu'il y a plusieurs intervenants qui ont déjà dit beaucoup de choses. Donc, cette biodiversité forestière, elle est d'une grande richesse d'abord. C'est des systèmes extrêmement complexes, avec des écosystèmes, des espèces différentes.
Et même au sein des espèces, il y a des génétiques différentes. Et c'est cette génétique qui a une grande variabilité selon certaines espèces, qui permet justement l'adaptation et l'évolution au changement climatique. Et bien sûr, on y retrouve la faune, la flore, les champignons, alors qu'on appelle j'ai vu qu'on les appelle la fonge, voilà. Et puis bien sûr aussi tous les micro-organismes, hein, donc les bactéries, les virus, tout ça, tout ce qui est vivant et tout ce tout ce qu'on a vu très bien d'ailleurs ce matin. Et en fait, c'est cette biodiversité qui participe à la bonne santé des arbres, à la croissance des arbres et à la protection de cette pompe à carbone que constitue la forêt. Et donc, c'est très important de la maintenir. Mais cette biodiversité, elle est aussi quelque part générée par l'homme. À la fois, c'est lié à la diversité des essences, et une partie des essences, elles ont été plantées par l'homme. Je pense par exemple à certains peupliers ou à des robiniers ou des choses comme ça, autour desquels il y a une biodiversité spécifique. C'est lié à la façon aussi dont c'est planté, c'est-à-dire que on a différents étages de végétation et on a des diversités différentes sur la canopée, dans les sous-étages et au sol. On a aussi une grande biodiversité au niveau des bois morts, et donc c'est important d'avoir une certaine proportion de bois morts. Et bien sûr, tout ce qui est lisière et tout ce qui est différents étages multiples, eh bien, on a des biodiversités spécifiques. Maintenant, on sait aussi que quand on a, en fonction de la façon dont on gère la forêt, eh bien, quand on a une futée, on n'a pas exactement la même biodiversité que dans un taillis sous futée. Donc la façon de gérer, eh bien, génère ou provoque des habitats qui sont un peu différents et donc une biodiversité qui est un peu différente. La gestion forestière et la variété des gestions forestières jouent aussi sur la biodiversité. Et bien sûr aussi le respect du sol qui est extrêmement important puisque la biodiversité du sol est très forte. Alors, ces éléments, les forestiers, ils se sentent très concernés par la biodiversité. Certains en font une priorité de gestion. D'autres donnent une gestion prioritaire plutôt à la chasse. D'autres plutôt à la production de bois. Mais tout le monde est conscient, ils sont tous conscients que c'est cette biodiversité qui caractérise la résilience et la capacité de se maintenir de la forêt. Et tous les forestiers sont très attachés à donc, leur patrimoine et souhaitent et sont de plus en plus sensibilisés à l'importance de cette biodiversité en forêt. Alors, les forêts régionales, elles sont reconnues pour leur biodiversité parce qu'on est au carrefour de plusieurs zones géographiques et on a des conditions naturelles relativement peu favorables parce qu'on est sur une zone de plaine et on n'est plus vraiment en zone océanique, donc on a assez peu de pluviométrie. Mais on a quand même une biodiversité très importante et on a des espèces emblématiques qui vous ont été présentées ce matin de façon très intéressante et avec de magnifiques photos. Alors cette biodiversité, elle est présente de façon particulièrement importante en forêt, puisque 40% des sites Natura 2000 se situent en forêt. Et c'est pareil au niveau des directives oiseaux, de zones de protection, eh bien, on en a une bonne proportion qui se trouve en forêt. Alors, comme j'ai un temps limité, qui me reste à peu près 5 minutes, je vais passer sur un certain nombre de choses. Non seulement la forêt atténue le climat, protège le milieu, protège la biodiversité. Donc ça permet de protéger aussi les sols, hein, de tout ce qui est vent, de tout ce qui est cru. Voilà. En plus, je crois que ce matin, il y a eu une intervention qui en a un peu parlé. Il y a aussi un effet d'épuration de l'eau, hein, avec l'absorption du phosphore, de différents éléments qui sont à la fois des polluants et aussi des engrais,
hein, mais ça épure l'eau. Donc ce n'est pas pour rien que dans la forêt d'Orléans, la source soit à Chambon-la-Forêt. Hein, c'est pas Chambon-en-Beauce, voilà, c'est parce que c'est la forêt d'Orléans qui purifie l'eau de Chambon-la-Forêt. Et puis c'est aussi cette épuration de l'air qui est extrêmement importante, à la fois au niveau des poussières qui tombent au niveau du sol, mais aussi une absorption des polluants qui sont dans l'atmosphère. Et puis bien sûr l'absorption du CO2 qui permet de réduire l'effet de serre. Alors je vais un petit peu plus développer les enjeux et les services économiques et sociaux rendus par la forêt. Et notamment en région centre, eh bien, on a 20 000 emplois qui sont liés à la filière forêt-bois et à peu près 2700 entreprises. En plus de ces 20 000 emplois, on a à peu près 200 000 propriétaires forestiers, même un peu plus. J'ai vu que le CNPF était présent, donc voilà, mais on a 200 000 propriétaires forestiers. Alors, les propriétaires qui vivent de leur forêt sont extrêmement rares. Hein. En général, c'est plutôt des gens qui ont une partie de leur patrimoine sous forme de forêt et qui essayent de l'entretenir et de le transmettre et de le préserver. Pour les entreprises de travaux forestiers et de récolte, vous voyez, ça va du pépiniériste au bois de chauffage avec du transport. Et on a à peu près 1100 emplois en région centre et 450 entreprises. La première transformation, c'est à peu près 2000 emplois. On a des scieries, des méranderies pour faire des éléments pour faire des tonneaux. Hein. On a des parqueteries. Et puis des emballages, des entreprises d'emballage de peupliers. On a 3 entreprises d'emballage qui s'appellent Panibois, CF Embal et Cib Nouvelle à Chinon. Et ça représente un peu moins de 2000 emplois, la première transformation du bois. On a une grosse entreprise de fabrication de panneaux qui est Suisse Chrono à Cerdon, qui consomme, alors c'est énorme hein, comme chiffre, c'est 1 250 000 tonnes de bois par an et qui a à peu près 400 emplois directs, un peu plus, et qui a au moins autant de sous-traitants. La deuxième transformation, donc on a tout ce qui est ameublement, qui représente à peu près 2400 emplois, et puis le papier carton, 1500, hein, pour un peu moins de 4000 emplois sur cette deuxième transformation. La construction, c'est le domaine où on a donc le bois dans la construction, hein, je ne parle pas du béton et tout ça. C'est là où on a le plus d'emplois au total. On a à peu près 9000 emplois liés à la construction. C'est tout ce qui est menuiserie, escalier, cuisine, charpentier, constructeur de maisons bois, architecte. Il y a des bureaux d'études bois et puis producteurs de composants industriels. Et tout ça, ça représente à peu près 9000 emplois en région centre. Et puis le bois énergie, qui est un secteur aussi qui se développe régulièrement, avec tout ce qui est bois bûche, granulé, connexe de scierie, plaquettes forestières, chaufferie collective, hein, voilà, qui fait à peu près 2500 salariés pour la filière. Alors, un des enjeux et des services écosystémiques, un des grands enjeux de la filière, c'est d'arriver à mieux gérer et à mieux connaître la forêt pour mieux l'adapter au changement climatique. Donc, la recherche, avec l'INRAE, hein, qui a fait une intervention, je crois, ce matin, et différents... Voilà, on a différents organismes de recherche. Il y a l'INRAE, il y a l'ONF Recherche aussi, il y a l'Institut de développement forestier qui est lié au CNPF, il y a le département de santé des forêts qui a fait une intervention ce matin, il y a l'Université d'Orléans, l'IRBI, c'est l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte, l'IGN. Voilà, on a vraiment un écosystème de recherche dense et très performant en région centre. Ils ont vraiment des réponses à apporter en ce qui concerne à la fois le changement climatique, l'adaptation des forêts au changement climatique, la productivité forestière, la protection de la biodiversité, la gestion durable de la forêt, les cultures dédiées, et puis ça s'est traduit notamment par un ARD, un programme de recherche qui s'appelle l'ARD Sycomore. Et on essaye de développer aussi des outils qui permettent d'identifier où sont les zones où la forêt a tendance à dépérir,
quelles sont les essences forestières pour arriver à les identifier à partir de photos satellites. Et donc, il y a des applications, de plus en plus d'applications qui vont aider les forestiers à mieux gérer leur forêt. Oui, c'est plus que 2 minutes. Donc, mais j'ai bientôt fini, je crois. Donc, je veux juste parler très rapidement des autres valorisations économiques de la forêt, notamment la chasse, qui représente en France 23 000 emplois, et en région centre, pas loin de 2 000 emplois, et puis surtout le tourisme. Et même si on ne prend que le tourisme nature, qui est principalement lié à la forêt, eh bien, ça représente pas loin de 3 000 emplois. Voilà. Donc, en fait, les enjeux et services écosystémiques, économiques et écosystémiques liés à la forêt, eh bien, ils sont extrêmement importants. Là, il y a une évaluation qui avait été faite il y a 3 ou 4 ans de ces différents services écosystémiques. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas évaluées, mais qui ont de la valeur. Alors l'intérêt quand même de valoriser, par exemple, la biodiversité, c'est que malheureusement, quand ça n'a pas de prix, on considère que ça n'a pas de valeur, et ça c'est faux. Et c'est quand même intéressant d'essayer de mettre un prix derrière les choses, même si c'est une estimation. Et en tout cas, on voit que quand on valorise les différents services écosystémiques rendus par la forêt, eh bien, on a des valeurs qui sont extrêmement importantes. Et ça montre en tout cas que la forêt a un impact économique, social et environnemental extrêmement fort. Et cet impact, finalement, ça impacte notre vie et notre façon de vivre aussi. Donc, c'est à la fois les forestiers et toute la société a vraiment intérêt à la fois protéger et optimiser l'adaptation de la forêt au changement climatique. Donc les grands enjeux de la forêt, c'est adapter la forêt au changement climatique pour maintenir un couvert forestier à long terme, protéger les milieux et la biodiversité associée, maintenir ou développer la production de bois. Et puis les enjeux de la filière forêt-bois, c'est développer la recherche forestière, valoriser au mieux le bois par la hiérarchie des usages, et puis aider la société à rentrer dans une sobriété individuelle et sociétale, et permettre la réutilisation, le recyclage, l'économie circulaire, les circuits courts, pour assurer une meilleure souveraineté économique, énergétique et matériaux. Voilà, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas trop débordé. Je suis à votre disposition pour des questions. Merci Eric. Justement, Bonjour, merci de votre présentation. J'avais une question sur le tableau des coûts des services écosystémiques. Est-ce que c'est par hectare? Est-ce que c'est par an? C'est quoi l'échelle? C'est par hectare, il me semble. D'accord, merci beaucoup. Par hectare et par an, oui. Par hectare et par an. Merci Eric de ta présentation. D'après ce que je sais, 80% des forêts françaises ont moins de 100 ans, vu l'évolution de la surface. De ce que j'ai lu aussi et ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'un arbre commence vraiment à produire du bois et du stockage de carbone à partir d'au moins 100, 150, 120, je parle des feuillus, plutôt quand ils ont 150 ans, etc. Enfin, quand ils commencent à être vieux pour toi, parce que tu as dit 250 ans, un chêne, ça peut monter à 1600. Enfin, bon. Je parle pour la filière bois quand je dis toi. Et donc, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'il vaut mieux pas garder du vieux bois pour garder du carbone? Et est-ce qu'il vaut-il mieux pas, au contraire, exploiter les forêts jeunes et garder des forêts plutôt sénescentes, dans les forêts jeunes, garder du vieux bois? Oui, alors c'est une bonne question. C'est une question aussi que se posent les forestiers. Donc je vais donner des arguments pour et contre. D'abord, quand un arbre commence à être à maturité, enfin un arbre qui fait 10 cm de haut, il ne va pas grandir beaucoup, il ne va pas individuellement produire beaucoup de bois. Par contre, sur la surface, on peut avoir jusqu'à 10 arbres par mètre carré, alors qu'un arbre qui a 100 ans, il lui faut au moins 100, voire 150 mètres carrés. C'est son espace vital. Par contre, cet arbre-là, il va faire une cerne d'accroissement de 3 mm sur un tronc de... C'est pas la même chose quand le tronc il fait 10 cm ou quand il fait 50 cm.
Voilà, parce qu'on a un volume de bois beaucoup plus important. Donc il y a vraiment une question de vitalité qui est extrêmement importante, qui peut se mesurer par exemple par la canopée, hein, par le volume, la surface de feuilles par mètre carré. Et donc la santé de l'arbre, la vitalité de l'arbre est essentielle. Alors on sait que comme on a un changement climatique qui est assez prononcé, on a les jeunes arbres, ils ont tendance à mieux résister au changement climatique parce qu'ils sont issus d'une génétique plus récente et leurs parents étaient mieux adaptés que les arbres qui ont 250 ans. Donc en fait, c'est une question finalement d'équilibre et de santé des arbres qui dépend aussi du sol, du climat. Voilà. Donc à la fois, ça ne sert à rien de récolter un arbre qui ne soit pas mature. D'ailleurs, on ne le récolte que pour faire des éclaircies et faire en sorte que chaque arbre d'avenir est un espace vital plus important et puisse mieux se développer. Donc c'est pour ça, ce sont les bois d'éclaircie. Mais à un moment, quand le peuplement devient trop vieux, ou devient notamment maintenant attaqué par le changement climatique, devient dépérissant, à ce moment-là, eh bien, il faut vraiment, c'est ce moment-là où c'est très difficile à gérer. Et j'ai essayé de l'évoquer tout à l'heure. Quand on commence à avoir des arbres dépérissants, on va avoir un peu moins de canopée, on va avoir moins de vitalité, les arbres vont être plus soumis, sensibles aux insectes. Et puis la qualité du bois va pouvoir se dégrader ou pas. Donc on a intérêt peut-être à les garder un certain temps, mais il y a un seuil, et ce seuil n'est pas le même pour les résineux et les feuillus. Donc là, je ne veux pas dire de bêtises parce que l'ONF et puis même les forêts privées, les forestiers privés, ils ont des choses. Ce qui est sûr, ce que je sais, c'est que quand un résineux commence à dépérir, très souvent c'est irréversible. Alors que sur le chêne, ils ont une bien meilleure résilience. Et l'année dernière, on a vu, il y a eu beaucoup d'eau et on a vu que les chênes, ils repartaient quand même. Voilà. Donc à la fois, c'est quelque chose, c'est une vraie question. C'est difficile de répondre, c'est toujours comme ça. Hein. Il faut vraiment s'adapter au cas par cas sur le terrain. Et je crois que là aussi, il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Il faut à la fois essayer de... Il ne faut pas avoir une forêt qui est trop vieille, trop âgée. Et quand je dis trop âgée, par exemple, sur le chêne, à partir de 80-100 ans, on est sur une forêt qui n'est pas mature, mais qui commence à être mature et qui commence à être dans des bons critères de productivité jusqu'à 180 ans, 200 ans. Peut-être que l'ONF me dira c'est 250 ans et plus, mais voilà. En tout cas, en forêt privée, souvent, on considère qu'à partir de 80 ans, on a des beaux bois et à 180 ans, on peut faire une coupe définitive. Voilà, donc ce qui est jeune, hein, parce que je suis d'accord avec toi, on peut très bien avoir des arbres qui ont plus de 250 ans. Voilà. Mais en termes de dynamisme, de vitalité, et en lien avec le changement climatique, eh ben, il faut trouver le bon équilibre, garder des vieux bois, mais aussi avoir une forêt suffisamment jeune. Quelqu'un d'autre ? Bonjour, merci. Et vous avez parlé de sobriété pour finir, donc j'ai apprécié. Et j'avais une question par rapport aux enjeux économiques. Cette année, l'année 2024 a été très pluvieuse. Est-ce qu'au niveau de la filière bois, vous avez été suffisant en approvisionnement ou il y a beaucoup d'importations ? Alors, les entreprises ont eu des problèmes d'approvisionnement, et toujours aujourd'hui, hein, parce que ça ne s'est pas beaucoup amélioré depuis maintenant presque 18 mois. Il y a un certain nombre de problèmes d'approvisionnement, et on a récolté moins que l'année précédente. Voilà. Alors, on a aussi une crise du bâtiment. Le premier marché de la filière bois, c'est le bâtiment. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu plus d'importations. Je ne connais pas les résultats. Je n'ai pas les chiffres encore qui ne sont pas publiés. Mais en tout cas, on a consommé moins de bois dans le bâtiment et les entreprises ont eu du mal à s'approvisionner sur
sur les importations, je pense qu'on n'a pas augmenté nos importations. Oui, bonjour, vous avez parlé tout à l'heure de la qualité de l'eau et de la forêt. Vous avez fait un lien en disant que la forêt nettoyait l'eau. Moi, je me pose quand même la question. Dans le Loiret, sous la forêt d'Orléans, effectivement, l'eau, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de nitrates. Mais à ce que je sais, je ne crois pas que l'ENF utilise de pesticides et de nitrates pour faire croître ces arbres. Et je veux dire, effectivement, on a localement, sous la forêt d'Orléans, de l'eau exempte. Si on pratiquait la même chose au niveau de la forêt, est-ce que les arbres nettoieraient réellement, si on pratiquait la même chose que l'agriculture conventionnelle, j'allais dire dans la forêt d'Orléans, est-ce qu'on aurait de l'eau en dessous, exemple de pesticides? Alors, je vais répondre indirectement à votre question. À Munich, c'est toute une vallée qui approvisionne, enfin c'est les sources de toute une vallée qui approvisionne l'eau de Munich. Et dans cette vallée-là, ils ont favorisé l'utilisation de l'agriculture biologique et l'implantation de la forêt pour réduire d'à peu près 20 à 25% le coût de traitement de l'eau. Dans le coût de traitement de l'eau, je ne suis pas un grand spécialiste, mais il y a à peu près 3 tiers. Il y a un tiers du coût qui est pour capter l'eau et le premier traitement. Il y a un tiers qui est pour la distribution. Et puis, il y a un troisième tiers qui est pour le traitement avant de renvoyer l'eau dans les milieux naturels. Donc, ils ont réussi à réduire à peu près de la moitié le premier traitement en utilisant la forêt et l'agriculture biologique. Pardon ? Oui. Si on est dans un c'est pas le cas actuellement, mais si on en vient à produire, à utiliser, j'allais dire des intrants agricoles en forêt, je ne suis pas sûr que la nappe en dessous reste de la qualité, reste à garde la qualité qu'elle est actuellement. Je veux dire, qu'il y ait un truc de filtration de la part des arbres, oui, mais je suis pas. Vous voyez, parce que vous avez chiffré. En fait, c'est le chiffrage 90 €. Je ne vois pas comment vous faites pour arriver à calculer ça, mais bon, c'était un petit peu la question que je me posais au départ. D'où la suite de la réflexion. C'est pas mon chiffre. Moi, je vous ai mis un tableau parce que je trouvais intéressant de pouvoir chiffrer les choses. Et d'ailleurs, je ne suis pas revenu directement sur les chiffres eux-mêmes, qui sont tout à fait à titre indicatif et qui peuvent être très variables à mon avis. Mais pour moi, ce qui était important, c'était plutôt de dire que c'est important de chiffrer pour montrer que ça a de la valeur. Voilà. Et que la biodiversité, elle n'était pas chiffrée, et pourtant elle a une grande valeur. Vous voyez ? Et l'eau, la filtration de l'eau, à Munich, on arrive à peu près à chiffrer le montant, alors que là, ils n'arrivaient pas à le chiffrer, par exemple. Vous voyez ? Donc tous ces services écosystémiques, ils sont très importants, on en bénéficie. Il y a des cartes qui montrent bien que, par exemple, dans les zones où il y a beaucoup de forêts, l'eau est à peu près 10 à 20 à 30% moins chère parce qu'elle est beaucoup moins polluée. Voilà. Mais en tout cas, donc ça montre les effets de la forêt qui, voilà. Mais par contre, en forêt, on ne met pas d'intrants. On ne met ni pesticides, ni nitrates, phosphates et autres. Voilà. Alors, dernière question, s'il vous plaît. Après, on passe à la suite. Merci. J'avais une remarque plus qu'une question. Le 19 février dernier, il y a une loi qui a été votée par le Parlement pour une loi d'orientation agricole qui a introduit une notion dans le code forestier reconnaissant d'intérêt général l'exploitation forestière. Et notamment un article qui dit que l'exploitation forestière et la préparation des terrains, enfin tout ce qui est travaux forestiers, est reconnu comme indispensable quant à la préservation des écosystèmes. Je ne sais pas si ça ouvre pas une porte, une mauvaise porte, et je ne sais pas à quel niveau la FIBois ou les représentants de la filière bois sont intervenus pour faire introduire une mention de cette sorte. On n'est pas intervenu là-dessus. Par contre, moi, ça ne me choque pas.
Et c'est ça qui est intéressant, enfin, c'est justement cette différence, et on pourrait, c'est un vaste débat en fait. Hein. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que à l'INRAE, ils disent que le changement climatique, il est entre 4 et 10 fois plus rapide que la capacité d'adaptation des arbres à ce changement. Voilà, c'est les chiffres que j'ai entendus. Et donc, aujourd'hui, on peut se dire, eh bien, si on veut garder une forêt et les écosystèmes qui vont avec, il faut qu'il y ait une intervention humaine. Cette intervention humaine, ce sont ces interventions qu'il peut y avoir en forêt. Alors, ces interventions en forêt, elles sont délicates parce que c'est des chantiers, hein, et que ces chantiers, ça se fait avec des machines, et que ça peut avoir un impact aussi qui peut être négatif ou partiellement négatif sur les écosystèmes. Donc c'est aussi une question d'équilibre, de trouver comment on peut arriver à intervenir en forêt pour faciliter l'adaptation au changement climatique, tout en étant conscient que sur certaines zones, qui peuvent être des zones humides, je sais pas, dans une doline, on n'a pas du tout intérêt à amener un tracteur forestier parce que de toute façon, il va s'enfoncer. Et puis en plus, on va détruire une bonne partie de la biodiversité qui est spécifique et particulièrement riche dans cette doline. Vous voyez ? Donc il faut qu'on arrive à trouver le bon équilibre entre intervenir pour adapter la forêt au changement climatique tout en préservant la biodiversité qui est présente sur les écosystèmes, dans les écosystèmes sur lesquels on intervient. Merci Eric. On prend une toute dernière intervention très rapide et après on passe à la suite. Elle sera courte parce que c'est même pas une question, c'est un commentaire. Je suis forestier, mais j'ai été architecte avant. Une chose importante qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on augmente effectivement la qualité de nos constructions avec l'utilisation du bois, de plus en plus. Mais en France, une grosse partie du bois qu'on utilise dans le bâtiment est un bois d'importation. Ce qui est important dans l'économie du bois, c'est les circuits courts, bien évidemment. C'est la valorisation des produits de nos forêts. Et là, effectivement, si en France, on a une forêt extrêmement diversifiée, ce qui fait d'ailleurs toute la qualité de cette forêt et sa richesse en termes de biodiversité, c'est effectivement un point négatif sur le plan de l'économie. Pourquoi ? Parce que la filière bois, c'est quand même en importation, c'est plus de 9,5 milliards. Donc c'est plus de 5% du déficit du marché extérieur français. Donc construire en bois, c'est bien. Faire venir du bois sur des kilomètres et des kilomètres, le bilan carbone est nettement moins bon. Donc on a, dans les années à venir, un gros effort à faire en termes de conception de l'usage du bois. C'est un point important. C'est important que tout le monde ait bien conscience de ça. Voilà, merci de votre écoute.